Jordan Bardella, il est sûr d'être élu. Marion Maréchal, c'est aujourd'hui moins sûr. Donc si vous voulez que Jordan Bardella, uniquement Jordan Bardella au Parlement européen, votez Bardella. Si vous voulez Jordan Bardella et Marion Maréchal, si vous pensez qu'à deux ils seront plus forts pour défendre les intérêts de la France et porter nos convictions, alors le seul vote vraiment utile du 9 juin, c'est le vote pour Marion Maréchal. Voter Bardella le 9 juin, c'est empêcher Marion d'être élue. Voter Marion Maréchal le 9 juin, c'est permettre et à Bardella et à Maréchal d'être élus. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Boulevard Voltaire. Alors vous êtes président exécutif de Reconquête, numéro 2 sur la liste européenne de Reconquête, menée par Marion Maréchal, et vous êtes aussi élu de France Rurale, hein, c'est ça, vous êtes conseiller départemental de Chambord. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. À un peu moins de 2 mois et demi de l'élection européenne, on prête à votre liste, selon les sondages, environ 6%, au-dessus à peine de la limite fatidique des 5%, hein, cette limite sous laquelle on ne peut pas avoir d'élus. Est-ce que cela vous inquiète ou vous êtes confiant ? Non, forcément confiant. Ça fait une vingtaine d'années que je suis engagé en politique. J'ai dirigé plusieurs campagnes européennes, entre autres, avec Philippe de Villiers, qui reste mon mentor, celui qui m'a tant appris. Et je sais qu'une élection européenne, contrairement à beaucoup d'autres, ça se joue vraiment dans la dernière ligne droite. C'est à la fois un marathon et un sprint. Et être aujourd'hui à 6, 7, parfois même 8% des voix, alors que nous sommes un jeune parti, Reconquête, fondé par Éric Zemmour, avec une tête de liste dont c'est la première campagne nationale, Marion Maréchal. On a tout en embuscade pour être, c'est une conviction très profonde, on en reparlera ensemble le 9 juin, pour être la surprise et la révélation de ce scrutin. Peut-être que ce sera 8%, peut-être 10%, peut-être 12%. Je pense qu'on a tout pour être la troisième force en France et la troisième force en Europe, pour 2-3 raisons, je fais vite. La première raison, c'est que nous sommes les seuls, il faut que chaque Français le comprenne, à parler de la question vitale, essentielle, existentielle, qu'est le grand remplacement migratoire et islamique de notre pays. Tous les faits, hélas, tous les jours nous donnent raison. On l'a vu encore cette semaine avec l'affaire du proviseur du lycée Maurice Ravel, mais tout le démontre au quotidien, avec 500 000 étrangers qui rentrent chaque année sur le territoire national, avec aujourd'hui 2500 mosquées sur le territoire, c'est 1000 fois plus qu'il y a un siècle, avec 1000 magasins halal nouvellement créés l'année dernière. Si les Français considèrent que le grand remplacement migratoire et islamique est un danger imminent et que c'est maintenant qu'il faut le stopper, alors je leur dis que la seule liste qui a compris cet enjeu, la seule personnalité, Marion Maréchal, qui porte cette colonne vertébrale, il faut voter pour la liste Reconquête le 9 juin. Et comme je sens de plus en plus, chez moi dans le Loir-et-Cher, comme partout dans nos déplacements, que cette question angoisse légitimement nos compatriotes, alors je pense que le 9 juin, des Français, par centaines de milliers, peut-être par millions, vont se lever pour aller dire stop à l'immigration et stop à l'islamisation à travers le vote Marion Maréchal et Reconquête. Alors c'est vrai que toute l'actualité, l'insécurité, l'islamisme, l'immigration, la perte de souveraineté semble donner raison au candidat Zemmour, hein, qui avait mis ces thèmes au cœur de sa campagne, ou en tout cas s'inscrit dans les sujets qu'il avait abordés. Et pourtant c'est le RN et Jordan Bardella qui semblent en recueillir les fruits. Comment expliquez-vous cela ? D'abord, le Front National, le Rassemblement existe depuis une cinquantaine d'années. Reconquête existe depuis 2 ans seulement. Et ce que je vois dans cette singularité des droites, là aussi je le dis à tous les électeurs, on a tous autour de nous, soyons sans complexe, à la fois des gens qui apprécient Éric Zemmour et Marion Maréchal, mais qui peuvent apprécier Jordan Bardella, et je les comprends. Ce que je leur dis juste, c'est que le Rassemblement National a, et c'est son droit, a fait de la question sociale, économique et du pouvoir d'achat le cœur central de son programme. Et ça compte. Mais que le seul parti qui ne change pas,
qui ne met pas ça de côté, qui rappelle sans cesse qu'il n'y a qu'un seul sujet qui est irréversible, c'est la démographie, parce que c'est la démographie qui fait l'histoire. Vous savez, j'ai été maire, député, on reviendra peut-être, j'ai un parcours d'engagement depuis une vingtaine d'années. Je sais qu'un président, un gouvernement solide et audacieux, Philippe de Villiers d'ailleurs l'avait démontré dans son département de la Vendée, tout ça, on peut changer l'économie d'un pays en étant courageux en quelques mois. C'est réversible. On ne peut pas changer un peuple qui a été remplacé. Il faut que chacun comprenne cet enjeu qui n'est pas simplement important, il est existentiel pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et je crois que la vraie différence entre Jordan et Marion se situe sur cette priorité absolue que nous mettons sur ce sujet-là, tout en parlant bien sûr très volontiers des questions d'écologie, d'école et de pouvoir d'achat. La deuxième chose que je veux dire aux électeurs du Rassemblement national, c'est de bien comprendre l'enjeu de ce scrutin. Une européenne, ce n'est pas une présidentielle. À une présidentielle, assez spontanément, on vote pour ceux qui sont le plus haut pour qualifier au second tour. Européenne, vous l'avez dit au début, le seuil de qualification pour avoir des élus, ce n'est pas 20, 30%, c'est 5%. Jordan Bardella, il est sûr d'être élu. Marion Maréchal, c'est aujourd'hui moins sûr. Donc si vous voulez que Jordan Bardella, uniquement Jordan Bardella au Parlement européen, votez Bardella. Si vous voulez Jordan Bardella et Marion Maréchal, si vous pensez qu'à deux, ils seront plus forts pour défendre les intérêts de la France et porter nos convictions, alors le seul vote vraiment utile du 9 juin, c'est le vote pour Marion Maréchal. Au fond, si on était un peu synthétique, voter Bardella le 9 juin, c'est empêcher Marion d'être élue. Voter Marion Maréchal le 9 juin, c'est permettre et à Bardella et à Maréchal d'être élus. Il faut vraiment que chacun comprenne ce mode de scrutin très particulier que sont les élections européennes. Alors, puisque vous m'avez tendu une perche, est-ce que vous me permettez une question qui fâche? Guillaume Pelletier, vous avez parlé de vos 20 ans d'engagement politique. Alors, on entend ici et là, ah oui, vous me permettez, c'est la trivialité de l'expression, Guillaume Pelletier, il a un peu bouffé à tous les râteliers. Est-ce que vous avez une réponse à donner à cela? Oui. Est-ce qu'il y a une cohérence? Moi, je suis totalement persuadé d'avoir une cohérence. Vous savez, quand on a soutenu en 20 ans donc militant auprès de Jean-Marie Le Pen, bras droit de Philippe de Villiers pendant 10 ans, et j'ai arrêté avec Philippe parce que lui-même avait arrêté la politique. On a aujourd'hui des relations exceptionnelles parce que notre lien ne s'est jamais distendu. Nicolas Sarkozy, au nom de la droite forte, au nom de l'union des droites, et Éric Zemmour et Marion Maréchal, on comprend, si on est honnête, que je ne suis ni centriste ni de gauche et que je porte ces convictions d'une droite patriotique depuis toujours, premièrement. Et qu'au fond, ceux qui, de manière caricaturale, de mauvaise foi ou sans me connaître, parlent de moi comme d'une girouette, devraient savoir qu'une girouette qui indique toujours la même direction, ça s'appelle une boussole. Et que, pour moi, l'amour de la France, le patriotisme, le refus d'être remplacé, le refus de détester à ce point notre histoire et notre grandeur, tout ça, c'est mon ADN depuis toujours. Alors j'ai commis des erreurs, bien sûr, qui n'en commet pas en 20 ans, mais j'ai ça en moi, et je pense que je ressemble au fond à beaucoup d'électeurs de droite qui depuis 20 ou 30 ans ont pu croire par moments en Pasqua, en Villiers, en Sarkozy, en Le Pen, en Zemmour, mais qui cherchent désespérément la formule d'organisation politique la plus efficace pour faire gagner nos idées. Voilà. Ce qui est certain, c'est que moi, le combat de ma vie, c'est pas simplement de témoigner pour de belles idées. C'est de trouver les ingrédients dans un esprit de coopération, de coordination pour un jour prendre le pouvoir et sauver la France. Vous savez, c'est un peu le même modèle dans le monde médiatique. Certains pourraient considérer qu'il ne faut que Boulevard Voltaire, ou que CNews, ou que le Journal du Dimanche, ou que Valeurs Actuelles. Moi, je pense que la force de cette nouvelle émergence du pluralisme dans les médias, c'est grâce à vous et Boulevard Voltaire, mais grâce à tant d'autres et qu'on a besoin de tout le monde. Et je pense que au sein des droites, ça doit être notre état d'esprit. On est différents, bien sûr, on a chacun notre singularité, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais qu'on va avoir besoin de tout le monde. Et donc, moi, mon parcours, c'est vraiment celui d'un amoureux de la France, profondément patriote, qui a qu'une seule envie le matin quand je me lève ou le soir quand je me couche, c'est que mes enfants, qu'un jour mes petits-enfants et que tous les enfants de France puissent vivre dans la France qui existe depuis 2000 ans. Alors, ce n'est pas uniquement au nom de la nostalgie, c'est aimer la France de toujours et au nom de la France de toujours, pouvoir bâtir la France de demain. Et je crois que personne de mauvaise foi ne peut dire de Villiers
à la droite forte de Sarko, à Éric Zemmour et Marion Maréchal, que mes convictions ne sont pas toujours premières. Et d'ailleurs, je l'ai démontré, je crois, avec d'autres d'ailleurs, dont j'ai admiré aussi le panache au moment de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Qui d'autre aurait accepté de quitter son confort ou sa carrière, comme Éric Zemmour, pour lancer cette épopée présidentielle, comme Marion Maréchal, qui était à la tête de l'ICEP, comme Nicolas Bay, comme moi j'étais député de Loir-et-Cher, j'étais numéro 2 des Républicains, j'avais une ligne tout tracée, et j'ai préféré l'amour de mes convictions au confort d'une carrière. Et donc ceux qui, chez les Républicains, aujourd'hui, je l'entends, critiquent ce choix, je les invite, avant de critiquer les autres, à se regarder eux-mêmes, et eux aussi, qui ont soutenu Valérie Pécresse jusqu'au bout, ce qui m'a beaucoup, moi, déçu, à avoir l'honnêteté de reconnaître que ce qui compte dans la vie, ce sont les actes. Et soutenir Éric Zemmour en 2022 en abandonnant tout le confort de ce qu'on a bâti, c'est une preuve pour ceux qui auraient pu douter de la force de mes convictions et de l'amour que je porte à mon pays. Alors pour continuer, après on la refermera sur la page politique politicienne, la presse bruise des dissensions supposées entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Alors notamment Éric Zemmour reprochera à Marion Maréchal de ne pas cogner assez fort sur le RN. Alors ça me fait, j'avoue, je vais être aussi franc que je puisse l'être, je suis d'ailleurs en permanence. C'est que je fais d'ailleurs très très souvent partie de ces échanges. On se voit, pour tout vous dire, où on s'appelle tous les jours, 7 jours sur 7, avec Éric, avec Marion et avec d'autres. Ce qui est certain, c'est que si on croit que Reconquête est un parti aseptisé qui ressemble à la Corée du Nord ou à une réunion du groupe des radicaux de gauche du Sénat où tout est aseptisé, où personne ne pense rien sur rien et ne dit rien sur rien, on se trompe radicalement. Reconquête, c'est un parti jeune, très vivant, avec des personnalités. On a d'abord une chance énorme, Éric, Marion, moi et les autres, que je n'ai jamais trouvé chez les Républicains. On est d'accord sur tout, sur l'essentiel, sur tous les sujets de fond. On n'a aucun débat idéologique. On est ensemble contre l'islamisation de la France. On est ensemble contre l'immigration de masse. Nous sommes ensemble contre la propagande des lobbies LGBT pour refaire de nos écoles des sanctuaires et qu'on laisse enfin tranquilles nos enfants. On est radicalement opposé à l'assistanat et à un programme économique socialiste d'impôts, de taxes, de normes. Donc on est d'accord sur l'essentiel. Maintenant, moi j'ai eu la chance, tout en venant des classes moyennes, de faire des études littéraires. Vous savez, j'avais appris, c'est Cicéron le premier qui évoque la nature profonde des discussions véritables. On appelait ça la disputatio. La discussion, c'est une dispute organisée et apaisée. Et avec Éric, avec Marion, nous avons tous les jours, et c'est heureux, des disputes organisées sur les urgences stratégiques, tactiques, et c'est extraordinairement sain. On se parle tous les jours, contrairement à ce qui a été dit. Aucun fil n'est rompu, on est d'accord sur l'essentiel, mais oui, et on en est fiers, on a des discussions politiques animées en permanence. Et donc c'est d'incroyable mauvaise foi, une fois de plus pour abîmer d'ailleurs toutes les dynamiques qui sont les nôtres et pour masquer l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui la France est en train de mourir, nous sommes la seule liste à avoir la détermination absolue d'empêcher la fin de la France et que tout le reste est absolument dérisoire. Et je suis le témoin et le garant, je vous le promets, de ce lien indéfectible qui existe entre eux et entre nous, sans rien éviter des débats stratégiques et tactiques qui sont, comme dans toutes les familles, j'ai envie de dire, bien naturels. Alors, continuons sur une autre polémique. Vos élus, donc si vous en avez, donc vous serez, rejoindront le groupe ECR de Giorgia Meloni. Est-ce à dire que vous pourriez soutenir un deuxième mandat de Ursula von der Leyen ? Jamais. Nous, contrairement, vous savez, il faut que les Français comprennent. Alors, je sais que c'est compliqué, déjà, les élections européennes apparaissent, hélas, secondaires en France. Et un peu moins cette fois. Heureusement, je trouve que ça commence. Il faut que chaque Français comprenne bien que comme 80% des lois qui régissent notre quotidien viennent de Bruxelles et de l'Europe, se désintéresser de ce scrutin, c'est un péché contre l'intelligence. Franchement, c'est pas une élection secondaire, c'est une élection vitale. Le 9 juin, aller voter, c'est voter pour notre civilisation et pour plein de choses du quotidien. Bon. Ensuite, la tectonique des plaques des groupes au Parlement européen, c'est un peu plus compliqué. Moi, je veux juste, en quelques instants, l'expliquer à ceux qui nous regardent.
Il y a, depuis 1979, l'élection au suffrage universel des députés au Parlement européen. Et depuis cette date, hélas, nous sommes dirigés par une coalition qui regroupe en gros tous les centristes européens, qui vont du centre droit à la gauche, c'est-à-dire pour la France, les LR, le Modem de Bayrou, les macronistes et le Parti socialiste. C'est eux qui dirigent l'Europe avec Ursula von der Leyen. Ils sont la majorité de Madame von der Leyen. Et pour la première fois, toutes les études le démontrent, pour la première fois, nous avons l'opportunité d'imaginer une autre majorité. Et moi, je préfère, oui, une majorité avec Viktor Orban, Giorgia Meloni, Santiago Abascal, Marion Maréchal, qu'une majorité avec Madame von der Leyen. Donc, notre premier acte de ce groupe dès le mois de juillet prochain, ce sera d'empêcher l'élection de von der Leyen. D'ailleurs, nous irons plus loin, nous proposerons immédiatement la suppression de la Commission de Bruxelles, qui est une instance technocratique non élue. Et vous verrez que nous aurons un certain nombre de propositions très fortes sur la natalité, sur la démographie, contre l'immigration. Par exemple, avec la création, on en a parlé avec Giorgia Meloni et Viktor Orban et tous nos alliés, la création d'un blocus militaire naval en Méditerranée pour créer un électrochoc et empêcher les mafias de passeurs de faire venir les migrants depuis l'Afrique du Nord. Donc non, nous sommes radicalement dans l'opposition à von der Leyen, ça c'est absolument certain. Et concernant Giorgia Meloni, qui sera votre alliée, oui. Que répondez-vous à ceux qui disent « Bon, bah, regardez, elle est là, finalement, c'est une montagne qui a accouché d'une souris, elle n'arrive à rien, vous n'arriverez pas à plus ». Alors, vous avez raison de dire, parce que je l'entends parfois, alors rarement, mais parfois, c'est vrai. Et je dis à ceux qui croient ça, n'écoutez pas, ne vous faites pas avoir, arrêtez d'écouter la propagande médiatique française ou européenne, ou alors... Achetez pour une fois le quotidien Libération qui est sorti il y a 48 heures vendredi. Ah, c'est pas courant ça. Voilà. Guillaume Pelletier qui recommande d'acheter Libération. Pourquoi, je vais vous dire, la une de Libé, de ce quotidien insupportable de la propagande de gauche depuis des décennies, sa une, c'est Giorgia Meloni, côté pile, côté faf, c'est-à-dire comment Giorgia Meloni est beaucoup trop à droite et mène une politique d'extrême droite en Italie. Bon. Giorgia Meloni, pour être très concret, c'est la première présidente du Conseil en Italie à avoir interdit la GPA sur tout le territoire italien, à avoir rétabli les notions de père et de mère, de papa et de maman sur l'état civil. C'est la première présidente du Conseil italien à avoir supprimé le RSA en Italie, au nom de la valeur travail et de la lutte contre l'assistanat. C'est la première à avoir fait la loi anti-ONG, c'est-à-dire zéro financement pour toutes les ONG de migrants. C'est la première à avoir refusé que l'Océan Viking accoste en Italie. Et d'ailleurs, tout de suite, messieurs Macron et Darmanin se sont empressés de le faire accueillir en France à Toulon. Et c'est la première, j'en conclus par là, c'est quand même pas mal en 2 ans, hein, à peine, d'élections, après 40 années de dérive en Italie. On aimerait bien qu'en France, il y ait autant de choses concrètes en si peu de temps. C'est la première à avoir noué des partenariats très stricts avec, par exemple, la Tunisie, ce qui fait que le premier chiffre vient de sortir. Il y a 70% de baisse de l'immigration tunisienne qui arrive sur les côtes italiennes. Donc, Giorgia Meloni, elle ne peut pas tout faire en 1 an, 1 an et demi, mais ce qui est certain, et c'est notre fierté, c'est qu'en 1 an et demi, elle a posé des fondations hors normes qui vont nous donner le cap et qui doivent inspirer l'Europe entière. Et il n'y a pas que Giorgia Meloni, on a Viktor Orban qui est pour nous aussi un modèle de courage en Hongrie, nos amis polonais, suédois, finlandais ou encore... les chaleureux compagnons de Vox en Espagne. Donc partout en Europe sont en train de se lever des forces patriotiques et conservatrices. Ce sont nos partis frères. On a un lien, ça y est, officiel, puisque Reconquête et Nicolas ont intégré le groupe ECR avec eux tous. Et je peux vous dire, si on évite de s'égarer sur des divisions inutiles ou sur des agacements parce que c'est pas assez comme ça, c'est pas assez comme ci, ne passons pas à côté de cette opportunité historique le 9 juin de battre von der Leyen et de changer la majorité en Europe et donc de pouvoir enfin radicalement changer de politique. Alors je vous ai entendu sur la suppression du RSA en Italie. Vous êtes finalement d'accord avec Bruno Le Maire quand il parle de la fin de l'open bar et qu'il souhaite revenir alors sur un autre sujet, réduire d'une façon ou d'une autre les allocations chômage? Alors Bruno Le Maire, je le connais bien. Bruno Le Maire, pour moi, il y a une expression d'ailleurs très, très bien d'un de nos amis, Nicolas Dupont-Aignan, qui disait « on les a présentés, ces gens-là, comme les Mozart de la finance, et en fin de compte, ce ne sont que des tocards ».
Bruno Le Maire, il faut que chacun comprenne bien, tout en présentant toujours très bien et très digne, ça fait 7 ans qu'il est à la tête de l'économie française en tant que ministre. Il a d'ailleurs écrit 8 livres. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Tout en... 6, 8 je crois que c'est 8 à vérifier. En tout cas, il y a passé beaucoup de temps et pendant ce temps-là, il a laissé filer avec son ami Macron de 1000 milliards d'euros, quasiment, la dette française. Pour bien comprendre, moi je suis né à la fin des années 70, quand je lis, à ce moment-là, il n'y avait pas de chômage, pas de dette, pas de déficit, et d'ailleurs très peu d'immigration en France. Voilà qu'on nous laisse 40 ans après aujourd'hui. Donc Bruno Le Maire ne peut pas être celui qui demain va résoudre l'immense problème que lui-même a créé. Là aussi, on a, nous, je pense, dans le paysage politique, une originalité avec Éric, Marion et Reconquête. En fait, on est le seul parti anti-socialiste de France. Tous les autres partis, peu ou prou, vous proposent tous les matins un chèque, une prime, une ristourne, une rustine. Pas LR. LR, vous savez, j'y ai, c'était d'ailleurs un combat que je menais à l'intérieur. On ne peut pas dire qu'ils aient fait preuve ces 40 dernières années, où ça se saurait, d'un courage infini. Alors, dans les mots toujours, dans les actes, absolument pas. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs toutes ces collectivités aussi gérées par les Républicains, qui sont surendettées. Moi, j'ai essayé, par exemple, quand j'étais maire, très concrètement, de supprimer un grand nombre de dépenses pour retrouver de l'oxygène. Nous, notre colonne vertébrale sur le plan économique, avec Éric et Marion, c'est le refus du socialisme. Ça veut dire quoi? 0 nouvelle taxe, 0 nouvel impôt, et par contre, des économies radicales et drastiques sur les domaines suivants. 1, dire ce que plus personne ne dit. J'entends ni M. Attal, ni M. Le Maire. Dire aux Français que le premier coût qui explique la dette, c'est le coût de l'immigration. Le coût de l'immigration est évalué par l'OCDE, par des instances européennes ou par contribuables associés à 40 à 50 milliards d'euros par an. Sur 20 ans, vous faites le calcul. Ça, c'est l'immigration. L'assistanat, c'est-à-dire ce délire français qui vise à taxer, suspecter, contrôler, réglementer tous ceux qui bossent, et de donner des milliers d'euros chaque année à ceux qui ne font aucun effort, l'assistanat, c'est 20, 30, 40 milliards par an évalués par les différentes instances, dont les commissions d'enquête parlementaire. Et je ne parle même pas de ce fameux droit à la paresse porté par la gauche aujourd'hui, qui gangrène la société française et qui fait croire aux Français que c'est en travaillant moins qu'on va un jour s'en sortir. Eh bien, je le dis aux Français, si demain, on est capable de mettre fin à l'immigration, de tourner la page de l'assistanat, de remettre la France au travail, on va trouver des dizaines de milliards d'euros. J'entendais le président de la République demander à ses ministres il y a une dizaine de jours de trouver d'urgence 20 milliards. Eh bien, je vous donne une proposition qui permettrait en quelques instants de les trouver. C'est le montant des aides sociales que touchent les étrangers en France. Nous, avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous proposons la suppression immédiate de toutes les aides sociales non contributives que touchent les étrangers. C'est 20 milliards d'économies. Nous proposons la fin du financement de l'audiovisuel public. Pourquoi financer France 2, France 3 et France Inter qui caricaturent en permanence les attentes des Français, qui attaquent tous les Français libres et de droite? C'est 4 milliards d'euros. On propose la fin du financement public des syndicats, qui coûtent une fortune et un pognon de dingue, comme dirait Emmanuel Macron. Donc nous, on a des mesures très concrètes, mais alors que tous les autres proposent des réformettes, nous, on propose un axe économique très clair. Le travail, le travail, le travail, c'est-à-dire fin de l'immigration, 50 milliards d'économies, fin de l'assistanat et remettre la France au travail en libérant, à travers une réforme du Code du travail, de l'inspection du travail, toutes les forces vives, l'innovation et ces artisans, commerçants, entrepreneurs, petits patrons qui font vivre notre pays au quotidien. Par exemple, moi, chez moi, en Sologne, la Sologne, elle tient parce qu'il y a des milliers de pères, de mères qui, tous les matins, se lèvent à l'aube en général, et font vivre tout un territoire. Et je parlais aussi bien avec un charpentier récemment qu'avec une assistante maternelle. Voilà, 2 métiers symboles de mon pays de Sologne. Et qui disent, mais nous, on n'en peut plus, en fait, on bosse comme des fous, on est surtaxé, et on a bien compris que cette taxe, elle finance le voisin qui, lui, n'en fout pas une. Eh bien, ce modèle, il faut y mettre fin. Et je peux vous garantir que les seuls à l'avoir compris, c'est le parti Reconquête.
Alors, parlons peut-être de questions nationales. S'agissant de la jeune femme qui a refusé d'enlever son voile dans le lycée Maurice Ravel, mettant en danger le proviseur, Éric Zemmour préconise qu'elle soit condamnée, certes, mais aussi déchue de sa nationalité française et expulsée. Vous partagez cet avis? Parce que expulsée vers où, si elle n'a pas la double nationalité? J'avoue que j'en sais rien. Alors, ce que dit Éric, et bien sûr que j'y adhère totalement, vous savez... Alors après, il faudra peut-être élargir sur notre rapport, comment on s'en sort pour mettre fin à l'islamisation de la France. Mais ce fait qui est absolument intolérable doit être traité avec la plus haute et la plus grave des fermetés. D'abord, une condamnation de cette jeune fille qui a enfreint la loi et qui en plus a utilisé ensuite les réseaux sociaux pour mettre en péril et en danger la vie de ce proviseur hors norme, remarquable et courageux. Et deuxièmement, puisque les associations islamistes, je pense au CCIE, vous savez, qui est la renaissance du CCIF, qui a pourtant été dissous par M. Darmanin, enfin qui, à part faire de la communication, échoue régulièrement, a publié le témoignage de cette jeune fille en reconnaissant qu'elle était d'origine maghrébine. Vous savez qu'au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y a ce qu'on appelle la nationalité perpétuelle, et que par conséquent, tous ceux qui proviennent de ces pays-là ont la double nationalité. Donc, s'il est avéré, et c'est notre intuition qu'elle est de l'origine d'un de ces pays-là, oui, nous souhaitons qu'elle soit déchue pour le symbole de ce qu'elle a commis et renvoyée dans son pays d'origine. Plus largement, on a tout un panel de propositions très concrètes, travaillées avec des élus, des experts, tous ceux que vous devez vous aussi côtoyer et dont vous portez la parole sur la question de l'islam. La première chose à faire, il faut que les Français le comprennent, c'est de mettre fin à l'immigration. Si on continue à importer des populations extra-européennes à hauteur de 500 000 par an, j'ai bien dit 500 000 par an, on ne pourra pas s'en sortir. La première étape, on stoppe les flux. La deuxième étape, on croit, nous, en la remigration, c'est-à-dire qu'on expulse tous ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Je m'explique, on expulse les 3 000 étrangers fichés S qui menacent la sécurité des Français, on expulse les 26% de détenus et de prisonniers qui occupent nos prisons françaises et qui sont aujourd'hui des personnes étrangères. On expulse ceux qui, au bout de 6 mois, continuent à être au chômage et n'ont pas trouvé un emploi. On expulse les criminels et les délinquants. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est dur, voilà. Il y a un prix Nobel de la paix qui s'appelle Barack Obama, qui est l'égérie de toute la gauche française, qui pendant les 8 années de ses 2 mandats, aux États-Unis, a expulsé 2 500 000 étrangers. C'est possible. Et nous sommes les seuls à le réclamer avec cette vitalité et cette détermination. Et plus largement, là, je reprendrai plutôt le lien filial que j'ai avec, je trouve, cet homme remarquable qu'est Philippe de Villiers. C'est qu'au-delà de ces propositions très concrètes, nous devrons ensuite redonner la France à aimer, refaire des Français. Ça n'est pas en supprimant la croix sur l'affiche des Jeux Olympiques, en ayant honte en permanence de notre histoire, en sapant les fondamentaux. Vous savez, mon premier métier, moi j'ai eu, comme beaucoup maintenant de ma génération, je sais que nos grands-parents souvent rentraient dans un métier à 20 ans et puis on le quittait à 65 ans. Moi j'ai été chef d'entreprise pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné un certain nombre de personnalités, je l'ai dit, mais mon premier métier, j'avais 22 ou 23 ans, c'était professeur d'histoire-géographie en collège et lycée public. Et j'ai vu les ravages et les dégâts de l'éducation nationale. J'entendais jeudi soir dernier, aux 20h de TF1, 2 proviseurs absolument bouleversants et courageux témoigner et raconter qu'aujourd'hui, dans les collèges et lycées de France, on ne peut plus enseigner la Renaissance parce que sur des tableaux, on y aperçoit des femmes dénudées, qu'on ne peut plus accéder à la mixité au sport, qu'on ne peut plus faire d'éducation civique, qu'on ne peut plus parler de la Seconde Guerre mondiale en utilisant le mot juif ou le mot Shoah parce que ça heurterait la sensibilité des élèves de confession musulmane. Ce qui est en train de se passer en France est gravissime. Et donc il faudra des actes courageux, tels que je les ai évoqués, et un grand plan de francisation, c'est-à-dire refaire de tous les jeunes Français des Français amoureux de notre patrie, chacun ayant la conviction que quelles que soient nos origines, nos ancêtres, c'étaient les Gaulois, et comme le dit très joliment Philippe de Villiers, que Jeanne d'Arc était notre grande sœur, que Malraux était notre barde, que Chateaubriand était notre cousin. Voilà, de repenser
tout le roman national, c'est 1500 ans ou 2000 ans d'histoire absolument extraordinaire dont nous sommes les héritiers et j'espère les dignes transmetteurs. Alors vous avez parlé de Barack Obama. Pour vous, l'élection de Donald Trump, si elle arrive, serait une bonne nouvelle? C'est un allié? Ah, je préfère Donald Trump à Joe Biden, ça c'est sûr. Franchement, le président wokiste, communautariste, soumis à toute la pensée de gauche qu'est Joe Biden, c'est une tragédie pour les États-Unis. Alors, je ne suis pas américain. J'avoue qu'il y a des moments où des styles de Donald Trump, c'est pas... Voilà, moi, on voit à peu près Marion Maréchal, Philippe de Villiers. Il y a des profils que je préfère largement, donc je ne suis pas américain. Mais quand on regarde le bilan de Donald Trump sur l'immigration, sur l'économie, pour les classes moyennes, avec les baisses d'impôts, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est si populaire aujourd'hui, d'ailleurs donné par tous les sondages américains aujourd'hui, même s'il faut être très prudent, c'est en novembre prochain, vainqueur, c'est qu'il y a bien une attente très majoritaire, malgré la pression médiatique du peuple américain, de retrouver la fierté d'être américain. Et donc, moi, ma conviction depuis toujours, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de déployer nos ailes à l'universel si on n'est pas capable de célébrer nos racines et d'être fier de notre pays. Et c'est ce qu'ont compris manifestement beaucoup d'Américains ces dernières années. Et j'espère qu'en France, il y aura un éclair de lucidité le 9 juin pour voter pour Marion Maréchal, qui est vraiment une personnalité hors norme. Moi, je la côtoie au quotidien depuis 2 ans. Elle est très solide, elle est très courageuse. Elle est très différente de tous les autres. D'abord, je l'ai dit, et j'assume totalement, et j'en suis très fier parce que je le pense, c'est une maman qui a les pieds ancrés dans le réel. Et donc vous... j'assume complètement. C'est une phrase qui a fait beaucoup parler, vous l'assumez. Je vous avais entendu, j'ai entendu Philippe de Villiers, on était d'ailleurs tous d'accord. Chacun fait comme il veut, ou comme il peut. Moi, je ne veux pas, demain, que mon pays soit uniquement dirigé par des gouvernants sans enfants. Il y en a, très bien, enfin, c'est leur choix, leur droit, et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je dis juste que aujourd'hui, avoir des enfants, c'est non seulement bien sûr un acte d'amour, mais c'est aussi un acte de confiance dans l'avenir. C'est la garantie qu'on pense un peu moins à la prochaine élection et un peu plus à la prochaine génération. Et je le vois avec Marion, à l'époque où on est donc tétanisé par cette idée d'être remplacé, qui mieux qu'une maman et une femme pour nous alerter sur les premières victimes de l'islamisation que sont les femmes. Le port du voile islamique, l'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc je trouve que cet enracinement anthropologique est un atout, mais pas que. L'histoire qu'elle a bâtie, elle a été capable de quitter la politique quelque temps pour aller bâtir une école de droite, un Sciences Po de droite, parce qu'elle sentait bien que tout ce qui est en train de gangréner les générations d'aujourd'hui et de demain, c'est une éducation nationale qui impose sa propagande. Et quand on sait que ce sont des centaines et des centaines d'étudiants qui ont été formés à l'ICEP, voilà, elle est maman, elle est chef d'entreprise, elle était capable de bâtir une école. C'est pas une apparatchik de la politique. Et puis, au final, elle a une colonne vertébrale. Voilà. Et en ces temps troublés, avoir une tête de liste qui a une colonne vertébrale, des convictions profondes, eh bien ça fait que je pense qu'on a tous les atouts avec Marion, avec Éric, pour vraiment être la révélation de cette campagne européenne, à la condition que les Français en comprennent bien l'enjeu et arrêtent de croire que les européennes, c'est une élection lointaine et secondaire. Alors il y a 2 conflits qui occupent l'actualité, c'est évidemment la guerre en Ukraine et puis le conflit entre Israël et le Hamas. Quelle serait la position singulière de Reconquête sur ces sujets? Est-ce que quelque chose vous différencie du Rassemblement national par exemple ou pas? Alors nous, on a nos convictions, on ne se regarde pas toujours avec les autres. Sur le conflit israélo-palestinien, nous on est très clair. On a condamné avec une force absolue l'horreur et la tragédie commise par le Hamas, qui est un mouvement terroriste. Et on dit la chose suivante, il ne peut pas y avoir de discussion tant que le Hamas ne dépose pas les armes et ne libère pas les otages. Voilà, point final. Tout le reste, c'est intolérable ou c'est du pipeau. Vous savez, ça fait 50 ans qu'on nous parle d'une solution à 2 États. Ça fait 50 ans que beaucoup prétendent avoir la solution en quelques minutes. Ça se saurait. Qu'on puisse un jour aboutir, c'est le souhait de tout le monde, je pense, israélien comme palestinien, à une solution pacifique
où chacun se sente bien, c'est une évidence. Mais il ne peut pas y avoir de discussion en ce sens si on passe outre ce qui s'est passé le 7 octobre. Et la première des conditions pour entamer des négociations, c'est d'éradiquer le Hamas. Il doit déposer les armes et libérer tous les otages. Voilà, ça nous semble être du bon sens avec Éric et Marion, tout en étant bien sûr, parce on est tous aussi enracinés, qu'il y ait des démarches humanitaires au maximum auprès des populations civiles palestiniennes nous semble totalement légitime. Hein. Le sujet n'est pas là, je faisais une réponse politique. Sur la question ukrainienne, on a une ligne, nous voulons la victoire de la paix. Là encore, j'entends tous ces va-t-en-guerre qui prétendent que ça pourrait se résoudre en quelques jours, en quelques semaines, et qu'on pourrait mettre ou Vladimir Poutine à terre, ou, comme le dit d'ailleurs très joliment Nicolas Sarkozy, là il a raison, on pourrait faire déménager la Russie, ou qu'il suffirait d'envoyer des troupes françaises au sol pour sauver l'Ukraine. Tout cela ment aux Français et aux Européens. Notre singularité dans le monde, c'est ce qui nous fait aussi être fiers d'être Français, c'est que la France a toujours été, depuis le cardinal Richelieu et Mazarin, on parle beaucoup des traités de paix, de la paix westphalienne, vous savez, de cet équilibre. La France, de Richelieu à De Gaulle, c'est une puissance qui trouve le chemin de l'équilibre et qui est toujours le contrepoids aux hégémonies du monde. Les Américains sont nos alliés, mais nous ne devons jamais être leurs vassaux. Et la Russie a agressé l'Ukraine, on l'a évidemment dit, reconnu comme une évidence, mais nous devons tout mettre en œuvre pour imposer un cessez-le-feu. Je veux dire à tous ceux qui ont des positions caricaturales ou obtuses sur le sujet, qu'à l'heure où on parle, il y a déjà 500 000 civils ou militaires qui sont morts, qu'il y a des milliers d'obus qui tombent sur les villages ukrainiens tous les jours. Donc on peut ajouter de la guerre à la guerre. Ça n'a aucun sens. Je crois que la France l'avait démontré avec Dominique de Villepin, et c'était pas facile, hein, on oublie, en 2003 sur la question irakienne, d'être la porte-parole des nations libres pour aboutir à une solution de paix. Je pense que le rôle du président de la République et de l'Union européenne serait de tout mettre en œuvre pour aboutir à ce cessez-le-feu, à remettre tout le monde autour de la table et ensuite à rentrer bien sûr dans des négociations qui seront lourdes sur le respect, bien entendu, de la souveraineté ukrainienne. Nous sommes très attachés à la souveraineté. Et puis, comment trouver les conditions d'un accord entre les parties? On a bien compris les lignes rouges des deux côtés. Je crois que le refus qui est le nôtre d'envoyer des troupes au sol, il est indispensable, que le refus de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN ou dans l'Union européenne sont des préalables à la discussion. Et que je crois, voilà, qu'on doit parler de ces sujets, on doit le faire avec beaucoup de finesse et qu'on ne doit pas oublier, surtout, je le dis à tous les électeurs de droite qui parfois se font avoir, je trouve, sur le sujet, qu'au-delà de cette guerre fratricide et terrible sur notre continent, on a un autre ennemi qui nous menace et qui doit commander notre unité absolue, c'est la pieuvre islamique qui est déjà à l'œuvre sur notre continent, qui fait des ravages et qui doit être la priorité absolue de notre combat. Alors, revenons peut-être en France, pour finir. Éric Zemmour a été condamné en appel dans l'affaire Absatoussi. Je crois qu'il va en cassation, c'est bien ça? Exactement. Quel regard portez-vous sur ce sujet? Éric, il est... Je dis toujours aux Français qui me posent la question, si on n'avait pas Éric Zemmour, vous imaginez que plus personne n'évoquerait tous ces sujets d'évidence. Il subit évidemment une persécution judiciaire. Il a subi, je crois, 12 procès. Alors, il en a gagné 10 ces dernières années. Il y a une accélération, là, pour essayer de le faire taire, de nous faire taire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à cette occasion? Il a voulu dire, avec ses convictions qui sont d'ailleurs les nôtres, que les parents de cette jeune femme n'avaient pas respecté la loi française en lui attribuant un prénom qui n'était pas dans notre calendrier. Je crois que la question d'ailleurs des prénoms, on peut en débattre, elle n'est pas non plus première chez nous. Je rappelle la position d'Éric Zemmour, c'était de dire, non pas de manière rétroactive, mais pour toutes les nouvelles naissances, on aurait un premier prénom du calendrier, le deuxième prénom serait infiniment libre, évidemment, au nom des parcours, des origines. Bon. Parce qu'il dit,
on le voit d'ailleurs dans tous les faits divers, hein, quand on parle des statistiques ethniques ou des noms, des prénoms des auteurs, que ça révèle beaucoup de choses. Et que c'est le premier acte, lui il est très marqué par sa propre histoire. Il ne faut pas oublier qu'Éric Zemmour, c'est un Français juif berbère venu d'Algérie, que ses grands-parents ont perdu la nationalité à cause du régime de Vichy, et que ses parents, il raconte souvent, sa maman, quand il sortait de la synagogue, lui faisait enlever immédiatement sa kippa, au nom de l'assimilation à la France de toujours, et que le prénom qu'il porte, Éric, était le premier acte d'amour choisi par ses parents pour montrer son adhésion à la communauté nationale. Alors, c'est peut-être pas le débat déterminant, Éric ne dit pas d'ailleurs que c'est la priorité, mais je trouve que la question qu'il pose, elle mérite d'être posée, et qu'il le fait en plus, non pas de manière idéologique, mais au nom de sa propre histoire. Voilà, c'est assez émouvant. Il fait toujours le geste. Quand on sortait avec maman de la synagogue, elle me tapait dire enlève tout de suite ta kippa, parce que il considérait que la religion c'était une affaire ou d'édifices religieux ou de vie privée, mais que dans l'espace public, tout le monde devait d'abord apparaître comme français et uniquement français. Et je trouve ça assez touchant qu'il mette son histoire personnelle au service de cette grande cause qu'est la francisation et l'assimilation. Alors, restons dans le registre religieux, mais pas que. On reproche souvent à Reconquête d'être pessimiste. On entend volontiers, ah oui, mais ils nous décrivent une situation apocalyptique. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à Pâques. Est-ce qu'il y a des motifs d'espérer? Est-ce que vous pensez que c'est un faux procès qu'on vous fait quand on dit que Reconquête est pessimiste? Oui, alors ça, moi en plus, j'adore Charles Péguy et je crois que la petite fille Espérance, c'est celle en permanence qui doit nous guider. Ça ne nous interdit pas, bien au contraire, d'être lucide sur la situation. Et je crois que c'est une garantie de sincérité, de vérité, d'authenticité que les Français doivent comprendre, que d'avoir la chance d'avoir un parti, des personnalités qui n'édulcorent pas le réel, qui ne contournent pas le réel et qui essayent de leur dire la vérité sur tout ce que nous savons et tout ce que nous vivons au quotidien. Il n'empêche, et c'est tout le mystère incroyable, douloureux et joyeux de moi, ma foi catholique et de ce que nous vivons en ce week-end, c'est que voilà, après le vendredi saint, il y a Pâques, qu'il y a quelques heures, je crois que c'est 12 ou 13 000 adultes et adolescents ont été baptisés, sont devenus catholiques. Et je crois profondément, moi j'ai pas eu une formation, une éducation religieuse, j'ai été baptisé, mais je me suis vraiment intéressé à la foi vers 18-19 ans. Et j'ai la conviction absolue, non seulement que nous sommes, nous, des instruments au service d'une cause qui nous dépasse, mais que nous devons en permanence incarner cette valeur d'espoir. Vous savez, je suis à la fois amoureux de notre identité chrétienne et amoureux de notre identité française. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire de France, là c'est le professeur qui reprend le dessus, c'est que dans tous les moments terribles, Clovis, l'évêque Rémy, Clotilde, le conquérant va être conquis par sa conquête et au nom de l'unité va être baptisé et sacré à Reims dans un moment où tous les Français à ce moment-là pensaient que c'était perdu avec les invasions barbares. C'est pareil avec Blanche de Castille et Saint-Louis et les Sarrasins. C'est pareil avec Jacques d'Arc, le papa de Jeanne d'Arc, les Bourguignons, les Anglais. C'est pareil avec cette nuit, moi qui me fascine, où Louis XIV, Mazarin et Anne d'Autriche sont obligés de quitter le Louvre pour se réfugier à Saint-Germain parce que les grands du royaume veulent mettre fin à la monarchie. Et pourtant, quelques mois après, il va devenir le roi Soleil. Le soleil offusqué devient le soleil levant. Donc, toute l'histoire de France, ce qui explique sans doute que nous soyons une nation aussi singulière, que nous ayons été considérés par le pape, moi qui a marqué mon adolescence et qui m'a converti, le pape Jean-Paul II, comme la fille aînée de l'Église, c'est que la France, c'est une nation mystique, spirituelle, surnaturelle, qui va trouver dans le miroir et l'âme de ces anciennes sagesses toujours de quoi se relever. Et donc je veux dire aux Français que malgré la désespérance de la situation actuelle, aucun déclin n'est jamais inéluctable et que le soleil se lève toujours demain. C'est le message de ce dimanche de Pâques. C'est le message, je pense, de Reconquête que de dire la vérité aux Français pour
qu'un jour nous puissions nous relever, nous redresser et réconcilier la France et les Français avec la grandeur et la prospérité. Merci Guillaume Merci Pelletier. beaucoup. Merci chers lecteurs et téléspectateurs d'une certaine façon de Boulevard Voltaire, en tout cas pour la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de l'aimer aussi également sur le site, de vous abonner à notre newsletter, autrement dit notre lettre quotidienne en bon français. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.